Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter donc mes travaux de thèse qui portent sur les communautés d'abeilles sauvages dans les habitats protégés méditerranéens avec un focus particulier sur leur diversité, leurs interactions et leur co-occurrence avec l'abeille domestique. Ces travaux ont donc été encadrés et supervisés par Laurence Affre et Benoît Gélin, tous deux maîtres de conférence à Aix-Marseille Université. Donc tout d'abord, il faut savoir que les communautés sont des résultats d'assemblage d'espèces qui ont rencontré plusieurs filtres, notamment le filtre géographique, le filtre abiotique correspondant aux conditions environnementales locales, avec notamment les températures, la pluviométrie et l'ensoleillement, et enfin le filtre biotique qui correspond aux interactions entre plusieurs espèces. Dans ma thèse, je me suis focalisée principalement sur les interactions de compétition, c'est-à-dire que deux espèces qui sont en interaction vont avoir des interactions négatives l'une envers l'autre. Et la deuxième interaction, c'était le mutualisme, avec deux espèces qui interagissent de manière bénéfique via leur interaction. Et donc parmi ces interactions de mutualisme, il y a donc la symbiose, mais aussi plus particulièrement la pollinisation, qui correspond donc au transfert des grains de pollen d'une fleur à une autre. Et donc il faut savoir que cette pollinisation est assurée par près de 87% des animaux pour les plantes qui ont besoin de se reproduire. Et sous nos latitudes, on a particulièrement 4 ordres d'insectes qui réalisent cette pollinisation, notamment les lépidoptères, les diptères, les coléoptères et les hyménoptères. Au sein des hyménoptères, il y a donc toute la diversité des abeilles sauvages. Ici, vous avez la carte en Europe qui représente près de 2000 espèces qui sont présentes en Europe. Vous avez ici, en plus clair, des pays qui ont un nombre d'espèces plus faible que ceux qui sont en plus foncé vers le sud. Donc, il y a donc un gradient croissant de la richesse spécifique du nord vers le sud de l'Europe. Et puis, en France, on dénombre près de 1000 espèces. Et ces abeilles sauvages sont généralement solitaires. Elles sont de taille et de couleur variées, la plus petite mesurant quelques millimètres et la plus grande 3 cm. Elles possèdent des appareils de récolte divers qui sont notamment placés sur les pattes ou sur l'abdomen selon les différentes familles. Et puis, elles possèdent différentes écologies, notamment elles peuvent nicher dans des coquilles d'escargot ici, donc on dit qu'elles sont hélicicoles, dans des cavités, dans du bois ou encore dans la terre. Depuis une soixantaine d'années, le déclin des abeilles est bien documenté, puisque la liste rouge européenne dénombre près de 9% des abeilles sauvages qui sont menacées. Par exemple, les bourdons, notamment aux Pays-Bas, ont diminué de près de 19%. Et puis enfin, sur la période de 1985 à 2005, il y a une diminution de 25% des colonies d'abeilles domestiques. Les causes de ce déclin sont multiples, avec notamment le changement climatique, les introductions de nouvelles espèces, et puis les changements d'usage des sols, notamment avec la pulvérisation d'intrants, donc de pesticides, ou la fragmentation des habitats, qui conduisent tous deux à une diminution des ressources florales. Et pour pallier à ce déclin de l'abeille domestique, d'abeilles de manière générale, les actions se sont focalisées de manière plus récente sur l'abeille domestique. Elle est notamment utilisée pour la pollinisation et notamment pour la pollinisation des vergers. Et puis, on l'utilise aussi pour tout ce qui est produit de ruche, notamment la production de miel. Cette abeille domestique, elle forme des colonies de 50 000 individus et c'est une espèce généraliste qui va généralement butiner une large gamme de plantes à fleurs. Et donc, depuis ces dernières années, il y a eu un engouement récent pour l'apiculture lié à ces actions centrées de manière plus récente. Et donc, on observe une augmentation du nombre de ruches dans tous les milieux. Cependant, il peut exister des interactions de compétition entre abeilles domestiques et abeilles sauvages. Et il existe 3 types d'interactions de compétition. La première, qui est ici illustrée par un cas rare de compétition directe, où vous avez ici en vert une approche d'une abeille domestique qui va venir collecter du pollen sur la patte arrière d'une abeille sauvage.
Il y a également donc, les interactions de compétition apparentes. Donc c'est plus illustré notamment par les transferts de virus des abeilles domestiques vers les pollinisateurs sauvages. Ici, vous avez un exemple donc, du transfert du virus des ailes déformées. On va s'intéresser au transfert de ce virus chez l'abeille domestique vers les bourdons. Et donc ici, on peut voir que lorsque l'abeille domestique est plus contaminée par le virus, les bourdons sont plus prévalents au virus. Et donc on appelle ça la compétition apparente. Et puis en dernier, enfin, le troisième type d'interaction de compétition, c'est l'interaction indirecte pour les ressources. Ici, je vous ai représenté un réseau d'interactions. Donc avec à gauche, vous avez 3 espèces de plantes en interaction avec 8 espèces de pollinisateurs. Si on se focalise principalement sur l'abeille domestique, qui va butiner 2 de ces espèces de fleurs, elle va être en compétition indirecte avec les 6 autres pollinisateurs qui viennent butiner sur ces mêmes fleurs. Par contre, celle qui n'est pas en interaction indirecte, c'est celle du haut, puisqu'elle n'a pas d'interaction indirecte avec l'abeille domestique. En conséquence, lorsque les ressources sont limitantes, cette compétition, elle peut entraîner notamment une diminution des taux de visite des abeilles sauvages, avec notamment un temps de collecte augmenté, ce qui augmente le risque des prédateurs ou des parasites qui vont venir pondre à la place de l'abeille qui niche. On a également, lorsque les ressources sont limitantes, un sexe ratio biaisé en faveur des mâles. En effet, les mâles, l'année suivante, vont consommer moins de ressources que si la femelle avait pondu des femelles également. Et puis, lorsque les ressources sont limitantes, on a également la possibilité d'une diminution de la taille des individus qui peut entraîner une diminution de leur fitness, de leur succès reproducteur. Et donc, pour toutes ces raisons et observations, il y a un questionnement à l'heure actuelle autour de l'installation massive de colonies d'abeilles domestiques, que ce soit en milieu agricole, en ville ou encore dans les aires protégées. Et c'est particulièrement dans ces espaces protégés qu'il apparaît important pour la conservation de la biodiversité de préserver les abeilles sauvages. Et donc, il faut à la fois concilier les pratiques apicoles avec la préservation des abeilles sauvages. Et c'est notamment un des objectifs du Parc national des Calanques, qui est situé dans un point chaud de biodiversité et qui a un cœur terrestre d'à peu près 85 km². Et sur ce cœur terrestre sont placées des activités apicales, sont autorisées des activités apicoles qui ont été entérinées à sa création. Et à l'heure actuelle, il y a donc 19 apiculteurs qui sont présents et donc qui sont autorisés à installer 615 ruches. Et donc, c'est dans ce contexte que s'inscrivent mes axes et problématiques de thèse. Donc on verra en première partie la faune pollinisatrice des Calanques, quelles espèces sont présentes au sein du Parc national des Calanques. Dans une deuxième partie, on va s'attacher aux facteurs paysagers qui influencent la richesse et l'abondance de ces pollinisateurs. Dans une troisième partie, on va regarder la variation d'intensité de compétition pour les ressources entre l'abeille domestique et les pollinisateurs sauvages, et puis par quel mécanisme fin cette compétition se traduit. Et puis, dans une quatrième partie, je m'attacherai à estimer la quantité de ressources disponibles sur le territoire du Parc national. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai échantillonné sur 17 sites de 100 m², donc, qui ont été choisis selon les espèces végétales présentes dans la garrigue, notamment le romarin, le thym et 2 espèces de cystes. J'attire votre attention sur le cyste blanc qui est en fait fleuri rose et le cyste de Montpellier qui lui fleurit blanc. Et puis on a également placé ces sites selon la densité de ruches présente sur le parc, donc connue en 2016. Donc sur chacun de ces sites, j'ai d'abord échantillonné la faune en pollinisateur. J'avais 3 méthodes de capture chaque semaine au printemps 2017 et au printemps 2018, avec des captures réseau. Donc c'était des captures qui étaient réalisées sur 3 patchs différents de 1 m² sur la parcelle. Donc ça, c'était vraiment pour capter les espèces qui venaient butiner sur ma parcelle. Ensuite, j'avais la capture à vue. Donc c'était pour augmenter cette liste d'espèces et non plus voir lesquelles venaient butiner sur les espèces végétales présentes, mais aussi celles qui venaient y nidifier. Et puis, pour augmenter la liste d'espèces, j'ai encore fait des captures hors parcelle.
Et puis en 2018, j'ai ajouté du piégeage passif, donc notamment des coupelles colorées que l'on a laissées 24 heures sur chacun de mes sites, tous les mois. Donc ça, ce sont des méthodes qui seront notamment utilisées dans le premier chapitre sur les inventaires de pollinisateurs. Sur le deuxième chapitre, je me focaliserai uniquement sur les données qui ont été récoltées des captures réseau et des captures à vue. Pour le troisième chapitre traitant de la compétition, j'ai notamment observé donc, les réseaux d'interaction où là j'ai compté le nombre de visites sur 3 patchs de 1 mètre carré et je me suis focalisée notamment sur les petites abeilles sauvages, les grandes abeilles sauvages, l'abeille domestique et les bourdons. Et puis, en parallèle de tout ça, j'ai essayé d'estimer la phénologie des ressources présentes sur les parcelles. Donc, on a suivi 3 pieds de romarin, 3 pieds de thym et 3 pieds de cyste. Et j'ai prélevé également du nectar et du pollen pour connaître leur production en sucre et en pollen. Et ça, ces données seront utilisées dans le 4e chapitre traitant de l'estimation des ressources. Donc, concernant le premier chapitre, je vais m'attacher maintenant à décrire la faune pollinisatrice présente au sein du parc. Donc, en bleu, vous retrouvez les parcelles que j'ai échantillonnées dans ma thèse, mais je me suis également penchée sur les inventaires qui avaient déjà été effectués sur le territoire du parc. Et donc, on a eu notamment en 2017 un suivi régulier autour de l'astragale, plus sur le littoral. En 2018, en parallèle de mes inventaires, on a eu également un inventaire effectué sur le col de la Gineste. Et puis, matérialisé par des croix, vous avez des inventaires ponctuels qui ont notamment été réalisés par des experts français sur la faune en abeilles ou la faune en cirfe. Et donc, au total, environ 3000 spécimens ont été collectés, qui représentent 250 espèces de pollinisateurs. Sur ces 250 espèces de pollinisateurs, on a 192 espèces d'abeilles, dont 7 sont inscrites sur la liste rouge européenne. Concernant les espèces de cirfe, on en a dénombré 38 et puis 20 espèces de bombiles. Donc on a eu parmi ces inventaires une première détection en France de Nomada rubricoxa, qui est une espèce kleptoparasite connue que de la péninsule ibérique. Et puis, j'ai trouvé une espèce nouvelle de cirfe du genre Pelecocera qui fait l'objet d'une description en collaboration notamment avec Gabriel Neve. Et puis, sur tous ces inventaires, on a donc détecté une haute proportion d'espèces présentes sur la zone, puisqu'on a détecté 60 à 70% des diptères et entre 70 à 80% des abeilles. Donc, dans un deuxième temps, on s'est attaché à regarder le réseau plantes pollinisateurs. Donc, vous avez ici à droite les espèces des différents pollinisateurs, donc notamment des abeilles, des cirfes et des bombiles. Et puis ici à gauche, vous avez le nom des plantes qu'ils viennent butiner. Et donc au total, on a dénombré 314 interactions qui mettent en relation donc 133 espèces de pollinisateurs et 62 espèces de plantes. En jaune, ici, vous retrouvez l'abeille domestique, qui est l'abeille la plus généraliste de notre réseau, puisqu'elle va visiter 14 espèces de plantes. Concernant les plantes, vous avez mis ici en rose la famille des cystacées, qui est un nœud central du réseau d'interaction, puisqu'il supporte 52 espèces de pollinisateurs. Et puis en bleu ici, vous avez les agnacées qui contiennent à la fois le thym et le romarin. Et ce sont des espèces hautement nectarifères qui, là encore, vont supporter une large gamme de pollinisateurs. Vous avez ici en vert l'astragale de Marseille qui apparaît comme étant une espèce très pollinisée simplement parce qu'il y a eu une étude centrée sur elle et donc on connaît bien les pollinisateurs qui viennent la visiter. Et donc sur l'ensemble de ce réseau, il y a également donc un tiers des espèces de plantes ici qui n'interagissent qu'avec une seule espèce de pollinisateur. Et donc au total, ces données sont des données importantes notamment pour l'élaboration des listes rouges nationales ou régionales, puisqu'ici on a dénombré près de 20% de la faune française en abeilles, également 7% de la faune française en cirfe et 13% de la faune française en bombile.
Des compléments sont possibles pour ajouter des espèces à cette liste, notamment puisque je n'ai pas pris en compte les collections venant des musées ou les collections privées. On pourrait également s'intéresser, puisqu'ici c'était centré uniquement sur un habitat de type garrigue écorché, sur des habitats d'intérêt communautaire, des habitats préservés ou difficiles d'accès, ou encore les îles qui sont présentes au sein du territoire du parc national. Et puis, on pourrait également, encore une fois, pour augmenter la liste d'espèces, échantillonner de manière différente, comme poser des tentes malaises, ou encore diversifier les périodes d'échantillonnage, puisqu'ici, je me suis focalisée uniquement sur le printemps, et on pourrait ajouter des suivis à l'automne, puisqu'en Méditerranée, les pollinisateurs sont toujours actifs en automne notamment. Donc, ces résultats font l'objet d'une publication dans Environmental Entomology qui sont parus en mai dernier. Je vais maintenant m'attacher à regarder quels sont les facteurs paysagers qui influencent l'abondance et la richesse des pollinisateurs. Donc ici, pour rappel, je me suis focalisée uniquement sur les captures réseau et les captures à vue. J'ai donc récolté 550 spécimens d'abeilles sauvages qui appartiennent donc à 87 espèces. Et j'ai caractérisé cette faune en abeilles par la taille, donc les plus petites mesurant en dessous de 12 mm et les plus grandes au-dessus. Ici, je vais me focaliser uniquement sur les résultats des plus grandes espèces. Et donc, je vais m'attacher à regarder l'effet des habitats sur les communautés des grandes abeilles solitaires. Donc, pour ces habitats, j'ai regardé autour de mes sites, à 1000 mètres, la proportion de zones urbaines, de garrigues, de forêts méditerranéennes et d'habitats rocheux. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai regardé l'effet de la densité de ruches spatialement explicite. C'est spatialement explicite parce que j'ai pris en compte à la fois le nombre de ruches et la distance à laquelle elles sont placées de mes placettes. Et donc, concernant l'impact des habitats à 1000 mètres sur les grandes abeilles, on peut voir qu'elles sont affectées par ces habitats et qu'il y a une richesse plus importante à l'interface ville-garrigue. Et ces résultats sont notamment confirmés par la richesse en grandes abeilles en fonction du recouvrement de garrigues qui est présent autour de mes sites à 1000 mètres. Et donc, on peut voir qu'un recouvrement important de garrigues entraîne une diminution de la richesse en grandes abeilles autour de mes sites. Concernant l'impact des densités de ruches sur les grandes abeilles, donc ici vous avez la richesse en grandes abeilles et l'abondance des grandes abeilles en fonction de l'indice de densité de ruches. Et donc on peut voir que plus la densité de ruches augmente, moins on a de richesse en grandes abeilles, ce qui veut dire que les densités de ruches impactent négativement à la fois la richesse et l'abondance en grandes abeilles au sein du parc national. Les espèces qui sont les plus impactées sont notamment les xylocopes, 2 espèces de cerfs, une espèce d'anthophore, une espèce d'osmie et une espèce de rhodanthidium. Ces résultats ont également été publiés donc, dans la revue Acta Ecologica en mai dernier. Donc, après avoir observé une diminution de la richesse et de l'abondance en grandes abeilles, on s'est attaché à regarder quelle est la variation d'intensité de compétition pour les ressources florales entre l'abeille domestique et les abeilles sauvages, et puis par quel mécanisme fin se traduit cette compétition. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé les données d'observation réseau, donc, ce qui correspondent aux visites des 4 groupes ici, donc l'abeille domestique, les bourdons, les grandes abeilles et les petites abeilles. Et donc au total, on a enregistré plus de 8000 visites de ces 4 groupes sur 25 espèces de plantes. Vous voyez ici en jaune l'abeille domestique qui réalise près de 80% des visites et qui va butiner 13 espèces végétales différentes. Les petites abeilles ici en bas en gris représentent donc presque 7% des visites et vont butiner 19 espèces différentes de plantes. Concernant les grandes abeilles, elles réalisent 6% des visites et vont butiner 16 espèces de plantes différentes. Et puis enfin, les bourdons réalisent 5% des visites et vont butiner 7 espèces de plantes. Vous avez plus vers le bas, ici, 12 plantes visitées uniquement par les abeilles sauvages. Et puis,
en haut, ici tout en haut, vous avez une seule espèce visitée par l'abeille domestique qui est le nerf brun. Donc pour s'attacher à répondre à la question de quelle est la variation temporelle de la compétition au sein du parc national des Calanques, on s'est appuyé sur l'indice de Muller, qui est un indice de compétition potentielle indirecte. Cet indice vaut 0, donc quand les abeilles ne partagent aucune ressource en commun, et donc c'est-à-dire qu'il y a peu de compétition entre les groupes, et il vaut 1 quand les différents groupes utilisent cette même ressource. Et donc là, on parle de compétition plus importante entre les groupes. Ici, je me suis focalisée principalement sur l'indice de Muller de l'abeille domestique, sur elle-même et sur les groupes de pollinisateurs en fonction du temps. Et donc, concernant l'abeille domestique, vous voyez ici que cet indice de Muller est assez haut, ce qui veut dire que l'abeille domestique, tout au long de la saison, va butiner les mêmes ressources au niveau de son espèce. Et donc, on montre ici une compétition potentielle intraspécifique qui est donc tout au long de la saison. Concernant les grandes abeilles, donc vous avez ici un indice de Muller en haut en début de saison, donc entre l'abeille domestique et les grandes abeilles, ce qui veut dire qu'elles partagent beaucoup de ressources en début de saison. Et puis ici, vous voyez qu'elles diminuent au fur et à mesure, ce qui veut dire qu'à la fin de la saison, elles vont partager moins de ressources entre l'abeille domestique et en commun entre l'abeille domestique et les grandes abeilles. On retrouve donc cette même relation pour les petites abeilles et puis pour les bourdons. Et donc, au niveau, donc on a, en plus d'une compétition intraspécifique pour l'abeille domestique tout au long de la saison, on a vu qu'il y avait une compétition potentielle entre l'abeille domestique et tous les autres morphogroupes qui étaient plus intenses en début de saison et moins en fin de saison. Donc, ces résultats sont à mettre en relation avec les activités présentes sur le territoire, puisque les activités apicoles présentes sur le territoire sont des activités de transhumance, c'est-à-dire qu'il y a plus de ruches en début de saison, puisque les apiculteurs viennent suivre la floraison du romarin. Et puis, à partir de mai, ces apiculteurs s'en vont du parc national, et donc on a une densité moins importante de ruches à la fin de la saison. Et puis, une autre hypothèse possible, c'est que la diversité des ressources sont plus importantes en fin de saison. En effet, au début du printemps, vous avez une floraison massive de romarins, et alors qu'en fin de saison, vous avez plus d'espèces, de petites espèces qui sont en fleurs, notamment dans le parc national. Je me suis focalisée sur les patchs de fleurs que j'ai observés. Et donc, on a regardé quelles étaient les conséquences de la présence des abeilles domestiques sur les abeilles sauvages. Et donc, on s'est attaché à regarder la diversité des plantes visitées, quel effet avait la diversité des plantes visitées sur les différents groupes d'abeilles. On s'est également penché sur la saisonnalité au niveau des différentes espèces d'abeilles, et puis enfin la présence de l'abeille domestique. Donc, concernant la diversité des plantes visitées, on s'est aperçu que plus le patch était divers, c'est-à-dire qu'il possédait plus d'espèces de plantes, plus les grandes abeilles sauvages et les petites abeilles sauvages venaient visiter ce patch. Concernant la saisonnalité des abeilles, il y a uniquement les petites abeilles qui sont moins présentes en début de saison et plus présentes en fin de saison. Et puis, enfin, la présence de l'abeille domestique ne gêne pas la présence des petites abeilles, mais cette présence des abeilles domestiques exclut les grandes abeilles sur le même patch. Concernant les bourdons, nous n'avons pas trouvé de relation de ces trois variables, simplement parce qu'ils sont peu abondants au sein des calanques. Et donc, dans un troisième temps, je me suis penchée sur quelles étaient les conséquences de la présence de l'abeille domestique sur le régime alimentaire des abeilles sauvages. Donc ici, vous avez représenté les réseaux d'interaction des grandes abeilles en fonction de la présence de l'abeille domestique et en fonction de l'absence de l'abeille domestique. En vert, vous avez des flèches qui illustrent l'augmentation des taux de visite. En rouge, la diminution de ces taux de visite.
Et puis en gris, vous avez des flèches qui illustrent une absence de différence significative entre les deux modalités, présence d'abeilles domestiques et absence d'abeilles domestiques. Donc ici, concernant les grandes abeilles, on peut voir qu'en présence de l'abeille domestique, les grandes abeilles vont moins butiner le romarin, moins butiner le cyste blanc, qu'elles arrêtent totalement de butiner le thym et les autres espèces. On retrouve bien une exclusion compétitive des grandes abeilles induite par l'abeille domestique, et puis ce qui entraîne également une diminution des taux de visite sur le romarin et sur le cyste. Concernant les petites abeilles, donc en présence de l'abeille domestique, elles vont plus visiter le cyste de Montpellier et le romarin, et elles vont moins visiter le cyste blanc et les autres espèces, ce qui induit un changement du régime alimentaire des petites abeilles induit par la présence de l'abeille domestique. Concernant les bourdons, on avait vu qu'il n'y avait pas d'impact de la présence des bourdons lié à la présence des abeilles domestiques. Par contre, si on s'intéresse au taux de visite que ces bourdons réalisent en présence de l'abeille domestique ou en absence de l'abeille domestique, on peut voir qu'ils vont moins butiner le thym en présence de l'abeille domestique, plus butiner le cyste, ce qui correspond là encore une fois au changement du régime alimentaire des bourdons. Donc pour conclure ce chapitre, on a bien observé une variation temporelle de la compétition qui est notamment en lien avec la transhumance des abeilles domestiques. On a également observé une exclusion compétitive des grandes abeilles solitaires avec un changement des régimes alimentaires de tous les groupes, ce qui peut entraîner notamment une déstabilisation du réseau d'interaction. La majorité des études, tout comme la mienne, se concentrent sur l'observation des comportements de butinage des espèces pour essayer de répondre à la question de compétition, mais il serait intéressant d'aller plus loin et notamment d'évaluer le succès reproducteur des abeilles sauvages en fonction de la densité de ruches. Et c'est notamment le cas d'une étude qui est réalisée sur la Côte Bleue par l'INRA d'Avignon, où ils ont disposé des coquilles d'escargot pour voir le succès reproducteur, donc le succès de nidification de cette espèce qui est Rhodanthidium stichticum. Par ailleurs, il serait également intéressant de mesurer le succès reproducteur des plantes qui sont visitées par l'abeille domestique, notamment parce que l'abeille domestique, en forte abondance, pourrait diminuer ce succès reproducteur, puisqu'elle peut notamment faire des dommages sur le style ou encore réduire le pouvoir germinatif du pollen, ce qui pourrait diminuer, encore une fois, le succès reproducteur d'espèces végétales. Donc, dans une dernière partie, je vais maintenant estimer quelle est la quantité de ressources disponibles sur le territoire du Parc national des Calanques. Donc ici, vous avez représenté la phénologie et la production des ressources disponibles sur le parc. On s'est focalisé ici sur ces trois espèces, donc notamment le romarin, le thym et le cyste. Ici, en plus clair, vous avez le suivi phénologique en 2017, en plus foncé en 2018. Donc vous avez en début de saison le romarin qui commence sa floraison, suivi de celle du thym. Et en dernier, l'espèce qui est fleurie, c'est le cyste. Concernant les mesures de sucre, de production de sucre et de production de pollen par fleur, on a donc le romarin, qui est une espèce avec un taux de sucre compris entre 33 à 40 microgrammes par fleur, puis environ 3000 grains. On a le thym, qui est l'espèce ici la moins productive, avec moins de 10 microgrammes de sucre par fleur et environ 1000 grains de pollen produit. Et puis, une des nouvelles pour les apiculteurs, notamment, c'est que les fleurs de cyste produisent beaucoup plus de sucre par fleur. Et puis, lié à leur nombre important d'étamines, elles ont également une production de grains de pollen qui est beaucoup plus importante. Après s'être intéressé donc à la phénologie des ressources, j'ai essayé d'estimer le recouvrement des espèces donc, sur le territoire du parc national. Donc, je me suis appuyée notamment sur des inventaires qui avaient été effectués avant ma thèse et j'ai utilisé donc, 318 parcelles de 100 mètres carrés qui ont été échantillonnées sur le territoire du parc. Et dans ces parcelles, on avait listé notamment les espèces végétales. Et pour chaque espèce végétale était renseigné l'indice Braun-Blanquet,
qui correspond donc à un indice de recouvrement. Il est égal à 1 lorsque ce recouvrement est inférieur à 10% sur la parcelle. Et puis, il est de 5 lorsque le recouvrement de l'espèce est total, c'est-à-dire de 100%. Donc une fois, après avoir tiré des indices Braun-Blanquet, j'ai calculé le recouvrement moyen de ces espèces sur 100 mètres carrés. Et donc le romarin est l'espèce qui recouvre 6 mètres carrés de ces parcelles. Et le cyste et le thym recouvrent environ 2 mètres carrés de ces parcelles. Ensuite, je me suis attachée à regarder la production de sucre en fonction du temps des différentes espèces. Cette production elle est notamment égale donc, au nombre de fleurs par mètre carré produit par ces espèces, multiplié par l'aire du parc national en nombre de placettes, multiplié par le recouvrement des espèces végétales que je viens de calculer, et puis enfin par la production de sucre par fleur. J'ai utilisé cette même formule pour calculer l'estimation en pollen. Donc on a remplacé la production de sucre par fleur par la production de pollen par fleur. Pour avoir cette production de pollen en kilogrammes, j'ai multiplié le nombre de grains de pollen par fleur par le volume moyen de ces grains. Et puis, comme je n'arrivais pas à trouver la densité de pollen des espèces du parc national des Calanques, à savoir le cyste, le thym et le romarin, j'ai utilisé la densité de pollen de l'amarante, qui est de 1200 kg par mètre cube. Donc, concernant l'estimation de ces ressources, donc vous avez ici représenté la production des ressources au cours du temps, avec en jaune la production de pollen et en vert la production de sucre. Donc, vous pouvez voir qu'en début et en ombrage, vous avez l'intervalle de confiance à 95% autour des moyennes qui sont produites. Donc, au début de la saison, vous avez notamment la production de sucre qui est liée à la floraison du romarin. Et puis, en fin de saison, la production de pollen qui, elle, est liée plus à l'espèce de cyste. Donc, au total, on a entre 300 grammes et 4 kg de sucre qui sont produits par hectare sur le territoire du parc national des Calanques. Donc, ce sont des valeurs qui sont proches des garrigues espagnoles qui, elles, ont une production d'environ 500 grammes à 3 kg de sucre par hectare. Et puis, concernant la production de pollen, elle est comprise entre 600 grammes à environ 6 kg de pollen par hectare. Et par contre, il y a un ajustement à faire puisque j'ai utilisé la densité de l'amarante et non pas des espèces cibles présentes sur le parc. Et donc, concernant cette première estimation, on a des sous-évaluations possibles, notamment parce que j'ai prélevé du nectar uniquement à l'ouverture du bouton d'une fleur, alors que ces espèces hautement nectarifères peuvent avoir une production de nectar tout au long de la journée. Et donc, ça sous-évaluerait l'estimation que j'ai faite. Et puis, dans un deuxième temps, je n'ai pas pris en compte des arbustes comme le sumac ou le nerprin qui peuvent avoir notamment des ressources importantes. Et puis, une autre variable que je n'ai pas prise en compte, c'est les arbres d'alignement qui sont présents en dehors du territoire du parc national des Calanques et qui sont des grosses ressources, notamment en nectar, par exemple comme le tilleul. Et donc, il serait intéressant à terme de développer un outil à destination des gestionnaires pour essayer d'estimer plus finement les ressources et convenir d'un seuil de densité de ruches pour relâcher la compétition entre l'abeille domestique et les pollinisateurs sauvages. Donc, pour résumer, ici, on a vu sur le territoire du parc national des Calanques qu'il y avait 250 espèces de pollinisateurs et que les cystacés, notamment, représentaient un nœud central du réseau d'interaction plantes-pollinisateurs. Dans la deuxième partie, on a pu voir que les grandes abeilles sauvages étaient négativement impactées à la fois par les habitats homogènes et surtout par la densité de ruches.
On a confirmé dans le 3e chapitre qu'il y avait une compétition en place au sein du parc national, avec notamment une intensité plus importante en début de saison et une exclusion compétitive des grandes abeilles et un changement de régime alimentaire de tous les autres groupes d'abeilles sauvages, donc petites abeilles, grandes abeilles et bourdons. Et puis, dans la dernière partie, j'ai fait une proposition d'une estimation des ressources florales au sein du territoire du parc. Donc on a pu voir qu'il y avait une diversité importante donc des pollinisateurs, notamment dans les espaces protégés, donc par exemple dans le parc national des Calanques. Mais on a aussi vu qu'il y avait une compétition avérée au sein même d'aires protégées. Et donc, puisque les activités apicoles sont autorisées à la création des parcs, il faut à la fois donc, concilier les pratiques apicoles et les préservations des abeilles sauvages. Et donc, avoir comme objectif de relâcher la pression de compétition sur les ressources florales. Donc, je vais proposer ici 3 leviers d'action avec cet objectif. Donc, le premier levier d'action est donc d'espacer les ruchers. C'est une étude qui a été réalisée par l'INRA d'Avignon. Et donc, en état actuel, on a des ruchers qui sont assez proches les uns des autres, sans objectif de sauvegarde des pollinisateurs, avec des densités donc, qui ne laissent pas d'espace pour les pollinisateurs sauvages. Et donc, pour prendre en compte la conservation des pollinisateurs, il faudrait espacer les ruchers et avoir une distance permettant un relâchement de la compétition sur les ressources florales entre ces ruchers. Donc, c'est notamment le scénario B. Et puis, dans le scénario C ici, vous avez une approche plus avancée proposée avec notamment des aires de conservation prioritaires pour les pollinisateurs sauvages, des zones où il y a une exclusion des ruchers, et puis autour de ces zones, des ruchers qui sont là encore une fois espacés, permettant un relâchement de la compétition entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages. Donc je me suis attachée à essayer de réaliser le scénario B au sein du parc national des Calanques. Donc je vais proposer maintenant une simulation sur le territoire du parc national des Calanques. Donc vous avez ici les différents ruchers du parc national des Calanques, avec les points les plus clairs correspondant aux ruchers qui ont le moins de ruches installées, et puis en plus foncé, en rouge foncé, les ruchers qui ont le plus de ruches, donc entre 40 et 50 ruches au même endroit. Les croix grises correspondent aux emplacements des apiculteurs, mais qui n'ont pas installé de ruches, notamment en 2018. Et donc on peut voir qu'il y a 2 zones où se concentrent principalement les ruchers. Donc ici sur la partie ouest du parc et ici plutôt sur la partie est. Et donc j'ai ajouté une zone tampon d'1,8 km qui correspond à une distance qui relâcherait la pression de compétition donc, entre les différents ruchers. Donc c'est la distance la plus petite proposée par l'INRA d'Avignon. Et donc vous avez ici matérialisé en rond avec des ronds verts les ruchers que je garderai pour relâcher la compétition et matérialisé par des croix noires ceux que j'enlèverai du parc. Donc à l'heure actuelle, il y a 13 ruchers à enlever au sein du territoire. Et puis, pour ceux qui ont 2 emplacements, puisqu'il y a des apiculteurs qui ont 2 emplacements au sein du parc, il faudrait déplacer leurs ruchers pour limiter, là encore une fois, la pression de compétition entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages. Et donc, même en faisant ça et en prenant la distance la plus petite, j'ai peu de zones sans l'influence de l'abeille domestique sur le territoire du parc, puisqu'on a 4 zones, une ici, ici en bas, ici au nord du parc et plus vers La Ciotat. Et attention, j'attire votre attention parce que je n'ai pas pris en compte les ruchers qui sont présents dans les villes sur cette simulation. Donc un deuxième levier d'action, c'est également de diminuer la densité de ruches au kilomètre carré, puisqu'en 2018, on avait 5,3 colonies par kilomètre carré qui étaient installées sur le territoire du parc national. J'ai remis ici donc, la production hebdomadaire de sucre en vert et de pollen en jaune. Et j'ai ajouté ici en noir la teneur en sucre estimée donc du miel pour les 451 colonies qui sont présentes sur la partie ouest du parc. Et donc cette courbe noire, on peut voir qu'elle est supérieure
à la production des ressources qui sont disponibles sur le parc. Et donc il faudrait essayer de diminuer cette densité pour laisser de la ressource pour les abeilles sauvages. Et donc une de mes propositions, c'est d'essayer d'atteindre la densité moyenne nationale qui est de 2,5 ruches par kilomètre carré au sein du parc national des Calanques. Si je reprends le scénario donc, que j'avais proposé précédemment, on est, en enlevant donc, les 13 ruchers, on arrive à une densité de 3,18 colonies par kilomètre carré. Et donc c'est encore trop haut. Et donc pour limiter cette densité, on pourrait notamment essayer de diminuer le nombre de ruches par rucher sur les ruchers qui sont les plus importants au sein du parc national des Calanques. Donc il faudrait diminuer à 32 ruches environ pour arriver à une densité de colonies qui s'approcherait des 2,5 qui correspondent à la moyenne nationale. Et puis enfin, le troisième levier serait d'augmenter la ressource florale disponible sur le territoire du parc national. Alors ce troisième levier est difficile à appliquer sur le territoire. On a notamment juste la possibilité de travailler avec les acteurs du territoire déjà présents et qui permettraient notamment de semer des mélanges adaptés aux pollinisateurs, notamment à l'interface ville-nature, puisqu'au sein du parc national, on n'a pas l'autorisation de semer des graines. Et puis également de travailler avec les chasseurs qui, eux, ont l'autorisation de semer pour des cultures synégétiques et de voir avec eux des espèces qui seraient à la fois bénéfiques pour le gibier et à la fois bénéfiques pour les pollinisateurs. Un autre levier serait de davantage protéger ou d'augmenter les ressources florales et notamment de mieux contrôler l'urbanisation, y compris en aire d'adhésion autour du parc national des Calanques. Et donc pour conclure, ma thèse confirme une fois de plus que l'installation de ruches est négative au sein de territoires d'aires protégées notamment, et donc qu'il reste largement encore à diffuser ces observations pour diminuer le nombre de ruches et limiter la compétition entre abeilles domestiques et abeilles sauvages, et ainsi éviter donc, la tragédie des biens communs qui conduit à l'épuisement des ressources florales sur ces territoires. Je vous remercie de votre attention.